Bonjour, bonsoir. Je vais faire la lecture de mon intervention à la COP27 en Égypte autour du thème la finance climatique verte au centre d'une transition énergétique, juste perspective des pays du Sud. La pauvreté énergétique mondiale est concentrée en Afrique subsaharienne. 80% de la population dépend de la biomasse, tandis que les efforts d'électrification devraient réduire le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors, jusqu'en 2030, la COP27 devra mettre en lumière les situations gagnant-gagnant et les co-bénéfices des transitions énergétiques en Afrique subsaharienne. Alors, comment mettre un coup de frein à la pauvreté en République démocratique du Congo pour enrayer les dérives climatiques? Donc, c'est la première question parmi les 4 questions. Voici la réponse à la première question. En tant que propriétaire et gardienne du potentiel environnemental et recherchée par le monde entier pour faire face aux enjeux du changement climatique, la République démocratique du Congo, mon pays, présente ses forêts, ses mangroves, ses tourbières, ses ressources en eau douce et ses minéraux stratégiques comme réponse naturelle aux problèmes du climat. En tant que pays solution, mon pays, qui est agressé injustement pendant des années par les pays voisins, devra bénéficier de l'attention du monde pour sauvegarder ses riches patrimoines et garantir à sa population le droit de jouir de toutes ses potentialités environnementales. La mise en œuvre effective de l'article 6 de l'accord de Paris à la COP21 et de l'objectif 17 de l'agenda 2021, ici 2030, doit être applicable effective pour éradiquer la pauvreté en République démocratique du Congo. Compte tenu du tableau sombre dont notre pays est victime particulièrement, tout en tenant compte aussi généralement de ce que subissent injustement les pays pauvres du Sud, une compensation équitable devra être mise automatiquement en marche et sans délai pour la préservation et la gestion rationnelle de ces ressources, lesquelles revêtues d'un intérêt planétaire. La planète dépend de ses potentialités environnementales pour sa survie au point de vue santé, habitat, alimentation, emploi, transport, éducation et approvisionnement en énergie. Deuxième question. Pourquoi la crise climatique affecte-t-elle les droits humains? Réponse. Le climat est bouleversé à cause des activités humaines qui ont augmenté la quantité de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère de plus de 40% depuis le 19e siècle, provoquant ainsi un dérèglement climatique, planétaire et durable. Il y a production de plus de méthane avec nos déchets et l'élevage intensif, plus d'azote avec nos engrais chimiques, plus d'ozone avec nos usines et nos véhicules, plus de vapeur d'eau avec nos centrales électriques et l'irrigation de nos cultures, mais c'est surtout le dioxyde de carbone qui est émis aujourd'hui en trop grande quantité par l'utilisation du pétrole, du gaz et du charbon ou par la déforestation et la destruction des espaces boisés qui stockent le CO2. Ces dépenses en énergie contribuent par ailleurs à accroître les inégalités sociales, d'où on parle de précarité énergétique. Comment pouvons-nous agir? 80% de ces gaz à effet de serre d'origine humaine sont émis par les 15 pays les plus industrialisés du monde. Alors, pour limiter le dérèglement climatique, ces pays doivent donc réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre en fixant à travers des grands rendez-vous internationaux, des modalités d'action susceptibles d'être appliquées au niveau local par rénovation thermique de l'habitat,
développement des sources d'énergie renouvelables non polluantes, construction de transports collectifs économes en énergie, mise en place du tri et du recyclage des déchets et protection de la biodiversité. Ces actions compensatoires en RDC, mon pays solution, qui peuvent influer directement sur le cadre de vie, ont non seulement un impact positif sur le climat, mais elles permettent d'améliorer le quotidien des Congolais, de créer afin de réduire les inégalités, notamment celles liées à la précarité énergétique. Agir local et penser global, c'est la formule employée par René Dubois en 1972, définissant la démarche en matière de développement durable. Cette date clé de 1972 nous rappelle la conférence des Nations Unies sur l'environnement, la conférence de Stockholm, avec la naissance du concept éco-développement. Troisième question. Pourquoi la participation massive de la société civile et des peuples autochtones est-elle essentielle pendant les COP? COP, c'est le changement climatique, désertification et biodiversité. Réponse. Nos actions, société civile, les vôtres, les partis ou les gouvernements, doivent être complémentaires. La société civile a un contact privilégié avec les réalités du terrain. À ce titre, elles sont les baromètres des nouveaux besoins sociaux. Elles relayent les demandes des communautés de base ainsi que des populations cibles face aux différentes aléas climatiques auprès des autorités. Les associations ainsi que les ONG nous permettent de comprendre les attentes des populations, nous obligent à nous adapter. Les co-bénéfices entre l'atténuation et l'adaptation doivent profiter à la conservation de la biodiversité, à la gestion des aires protégées et à la lutte contre la pauvreté. S'agissant de l'adaptation, c'est d'opter des meilleures connaissances. S'agissant de l'atténuation, répondre à un objectif inconditionnel. S'agissant des renforcements des capacités et des transferts de technologies, informer, éduquer, communiquer les différents aspects des climats, y compris les risques climatiques et les technologies d'adaptation. Quatrième question. Quand les dialogues francs entre les pays riches du Nord et les pays pauvres du Sud pour établir les discussions et les financements des dégâts climatiques? À quand? On en a assez de COP. C'est généralisé. Nous voulons que ce soit un dialogue franc entre les deux parties. Provoquer des réunions internationales entre les deux parties. Les pays pauvres et les pays riches, les pays polluants et les pays pollués. Et qui pollué et qu'on est en train d'appauvrir davantage. Réponse. Les financements durables et efficaces doivent s'en suivre pour l'atténuation, l'adaptation et le renforcement des capacités, sans oublier le transfert de technologies. Les pays du Sud ont besoin de financement pour engager aussi leur transition énergétique. Choisir aussi une trajectoire décarbonée et pour s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Il faut aussi de l'argent pour compenser les pertes liées aux dégâts climatiques. Là où l'adaptation n'est pas possible, malgré les promesses de fonds qui se réalisent très lentement à travers les coopérations bilatérales, ceci provoque un énorme ressentiment des pays du Sud. Ceci est un cri d'alerte pour sauver le climat et l'environnement humain à travers une justice climatique. Il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de transition énergétique sans transition sociale. S'agissant de la lutte contre la précarité énergétique, on considère généralement qu'une personne est en situation de précarité énergétique quand elle consacre plus de 10%, allant même à 50%, de ses revenus à des dépenses d'énergie. Un territoire précaire subit plus fortement les effets du changement climatique en termes de logement, d'alimentation, d'emploi, de santé, etc. Sans oublier que les transports sont la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, d'où la nécessité d'améliorer la qualité de l'air et de favoriser la mobilité de tous au quotidien. Je vous remercie, Madame Georgette Bilonda, présidente de l'ONG KICAF démocratique du Congo.
Au revoir et à bientôt.